Donc, j'ai le plaisir de céder donc la parole maintenant à Madame Yousra Al-Hatib, qui est team leader du programme Tesherok et qui va nous parler de ce programme et notamment au niveau de la région Tanger, Tétouan, El Hoceima. Yousra, la parole est à vous. Merci beaucoup Amine, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc juste pour préciser, effectivement, moi je représente le programme Tesherok qui est un programme financé par le gouvernement britannique et on travaille avec la région, principalement avec la région Tanger-Tétouan-El-Hoceima comme une région pilote pour l'accompagner dans le processus de régionalisation avancée. Donc je ne représente pas la région ni le conseil régional, mais plutôt une partie qui a accompagné durant presque maintenant plus de 2 ans l'une des régions du Maroc, c'est la région de Tanger-Tétouan-El-Hoceima. En même temps, nous travaillons aussi au niveau national avec la DGCT, la ARM pour développer un certain nombre d'outils relatifs à la régionalisation avancée. Donc moi, je vais être très bref, je vais juste vous parler un peu de notre expérience dans le cadre de la participation citoyenne, notamment avec la région de Tanger-Tétouan-El-Hoceima. Donc, le programme Tesherok, c'est un projet qui accompagne les régions, et surtout la région de Tanger, sur 3 niveaux. Le premier, c'est un renforcement de capacité humaine et institutionnelle, donc pour que la région puisse jouer son rôle tel qu'il lui a été attribué dans le cadre de la régionalisation avancée. Donc, c'est un renforcement de capacité, mais aussi un renforcement institutionnel à travers la mise en place d'un certain nombre de systèmes, de procédures, des systèmes d'information, etc., pour que la région puisse avoir aussi les outils institutionnels pour être performante et assurer un service performant aux citoyens à travers le PDR. Le deuxième volet, c'est le renforcement des mécanismes de participation citoyenne. J'insiste sur les mécanismes. C'est des mécanismes qui existent déjà dans la loi organique. C'est-à-dire qu'avec la loi organique et avec la nouvelle constitution, nous avons des mécanismes de participation citoyenne qui sont mis à la disposition des régions. Donc nous, dans le cadre de ces mécanismes, nous accompagnons à la fois la région, qui est le conseil de la région, et la société civile et la partie citoyenne pour que ces mécanismes fonctionnent et en fait pour les expérimenter parce que c'est la première fois. Donc nous, on a démarré le projet avec le démarrage de la prise de fonction du Conseil des régions. Donc, c'était une période où on découvre, y compris la région, c'était une première expérimentation, donc c'était très intéressant, en tout cas en termes d'apprentissage. Et puis, le troisième volet, qui est la communication comme un outil, un axe transversal et un levier pour le développement régional. Donc, je vais vous parler de 2 expériences. La première, c'est avec les instances consultatives. Les instances consultatives, c'est l'un des outils, l'un des mécanismes phares de la loi organique de participation qui est à la disposition des régions. Donc les régions, effectivement, comme l'a dit Monsieur le Président, Monsieur Merzak, c'est des instances qui, avec la société civile, avec les jeunes, avec les opérateurs économiques, que le Conseil de la région peut constituer et avec qui il peut donc va faire participer dans le processus de développement régional. Donc, quand on a commencé le programme Tesherok, il y a effectivement ces instances, les 3 instances étaient déjà en place, mais en termes d'action, en termes d'intervention, de participation, ce n'était pas encore le cas, donc c'était l'occasion déjà de comprendre un peu le contexte, mais surtout de pouvoir un peu expérimenter des petits exercices de participation. On a commencé d'abord par, bien sûr, tout ce qui est que ces instances puissent comprendre d'abord le rôle, parce qu'il y avait aussi une petite confusion parfois. Est-ce que les instances, est-ce qu'ils ont un rôle de plaidoyer alors qu'ils ont normalement un rôle de participation et donc avec des rôles qui sont bien déterminés dans la loi organique. Donc il a fallu déjà poser cette base-là et de comprendre que le rôle de la société civile dans ce contexte-là, c'était pas de faire du plaidoyer, mais c'était plutôt de participer dans des domaines bien précis, qui sont tout ce qui est genre, égalité, des chances, etc. Donc c'est pas du tout du plaidoyer, plus de la participation. Donc l'une des questions était de comment c'est vrai que le travail le travail que ces instances consultatives qui vont apporter à la région puissent être
on va dire, représentatif et reflète fidèlement les besoins des populations. Donc d'abord, il y a tout un travail qui a été fait sur chaque instance qui est représentée au niveau du conseil régional puisse consulter et elle-même puisse récolter un maximum d'informations par rapport aux besoins des citoyens. Donc comment, d'abord, il fallait descendre sur le terrain, il fallait qu'eux-mêmes ils puissent, par exemple, l'instance des jeunes, il y a tout un travail qui a été fait pour qu'ils puissent aller à la rencontre des jeunes de toutes les régions, de toutes les provinces au niveau des régions, organiser des focus groups, organiser des ateliers et puis des enquêtes pour récolter un maximum d'informations, surtout relatives aux besoins de la population, et les traduire en avis consultatifs, surtout notamment par rapport il y avait un exercice de l'évaluation mi-parcours du PDR, donc il fallait que les instances consultatives puissent donner un avis consultatif. Mais cet avis consultatif, ça ne représente pas uniquement l'avis des membres qui constituent cette instance, mais il y a un travail, un effort qui a été fait pour descendre le terrain et récolter et faire participer un maximum de personnes. Donc ça, donc à travers cet exercice-là, il y a toute une série de formations, etc. Et de l'autre côté aussi, au niveau du conseil de la région, il y a eu aussi de l'accompagnement pour que ces outils-là puissent être effectivement inclus dans le processus de développement et donc de programmation, d'implémentation même de certains projets du PDR. Nous avons deux exemples, on peut dire réussis en tout cas. C'est l'exemple de l'OGP. Donc, vous savez que la région Tanger-Tétouan-Hoceima a rejoint récemment l'OGP, le programme local, et comme la première région dans la région de MENA à rejoindre l'OGP. Et donc, pour pouvoir déposer cette candidature et rejoindre l'OGP, il fallait travailler sur un plan d'action qui doit être co-créé avec la société civile. Et donc, pour nous, c'était vraiment l'occasion d'expérimenter cet exercice de participation, comment la région pouvait aujourd'hui présenter un plan d'action qui l'engage dans le cadre de l'OGP, mais qui reflète aussi les priorités de la société civile. Et donc, il y a tout un processus de participation qui a démarré, des ateliers, mais aussi des plateformes de consultation citoyenne qui a abouti à un plan d'action qui est vraiment co-créé, c'est-à-dire qui reflète vraiment les priorités de la société civile. Et ce plan d'action a été soumis, en tout cas la candidature a été conjointement soumise et qui a été acceptée. Et donc aujourd'hui, le travail, en tout cas le travail et le processus dans lequel la région de Tanger est passée est considéré comme exemplaire, en tout cas dans le cadre de ces expériences de l'OGP. Je vais vous donner juste un deuxième exemple qui n'est peut-être pas forcément lié au travail, aux instances consultatives, mais juste d'une initiative du Conseil de la région par rapport au développement d'une stratégie de genre et d'inclusion sociale qui était prévue dans le PDR. Et donc, l'idée au début, c'était de développer une stratégie qui puisse permettre à la région de mener des actions qui vont intégrer les femmes et les personnes en situation de handicap et les migrants. Donc, il y avait 3 populations cibles qui avaient été identifiées au début. Au lieu de faire un processus classique, qui est de faire un diagnostic, faire appel à des consultants pour proposer des stratégies et puis après faire participer la société civile en organisant des ateliers de partage pour récolter des feedbacks, le processus a été inversé et donc on a commencé par des ateliers de réflexion à une vision commune où il y a l'ensemble des participants, l'ensemble des représentants de tous les acteurs au niveau de la région ont travaillé pendant 2 jours dans une seule salle sur une vision commune qui a été déclinée ensuite à des plans d'action. C'est un processus qui a pris plus d'1 an, mais qui à la fin aboutit à une stratégie qui reflète vraiment les objectifs communs et des plans d'action et puis les contributions de tous les acteurs et surtout fortement de la société civile. Cette stratégie a été adoptée et donc pour nous, en tout cas pour la région, c'est une garantie que l'implémentation et la mise en œuvre de ces stratégies sera faite de la façon la plus efficace parce que tous les acteurs ont été, c'est-à-dire impliqués et engagés depuis le début dans le processus de développement de la stratégie.
Il y a aussi le mécanisme de pétition qui est aussi prévu dans la loi organique. Donc, les associations ont la possibilité de soumettre des pétitions et si les pétitions répondent aux exigences légales, la pétition est automatiquement programmée dans l'ordre du jour de l'Assemblée ordinaire. Donc, c'est vraiment une entrée très importante que la société civile puisse inclure dans l'ordre du jour des sessions ordinaires des propositions qui reflètent leurs priorités. Le problème, c'est que c'est pas le problème, c'est juste qu'il y a besoin aujourd'hui de faire plus de travail pour sensibiliser, pour travailler à la fois sur les process pour que les associations puissent soumettre des pétitions qui puissent vraiment répondre aux besoins des citoyens, mais aussi puissent répondre aux exigences légales, parce que jusqu'à maintenant, très très peu de pétitions ont été soumises au Conseil des régions, et de l'autre côté, au niveau des conseils des régions, qu'il y ait des mécanismes de réponse pour qu'il n'y ait pas de frustration, parce qu'on peut effectivement, comme l'a dit M. Chibli, faire de la mobilisation et vouloir adhérer et faire participer un maximum de personnes, que ce soit des jeunes, la société civile, etc. Mais si de l'autre côté, il n'y a pas forcément de réponse et qu'on n'arrive pas à répondre et à surtout avoir des mécanismes qui permettent de maximiser un peu le profit et de vraiment utiliser tous ces avis et cette participation de la façon la plus efficace, on peut créer plus de la frustration. Et juste un petit point avant de finir, c'est vrai que par rapport à la démocratie représentative et la démocratie participative, dans notre expérience, quand les instances consultatives ont commencé à jouer un rôle beaucoup plus actif, surtout auprès des populations, parce qu'il y avait un travail de fond, ils sont descendus sur le terrain, ils ont fait des focus group, ils ont rassemblé, ils ont sensibilisé, etc. Et effectivement, on commence à voir que les élus, est-ce que nous, normalement, population, alors que donc voilà, c'est une question, je pense que qui doit davantage être précisée. Mais moi, je veux juste dire, c'est le premier exercice, c'est le premier mandat politique qu'on est en train d'expérimenter. Je pense qu'il faut renforcer les mécanismes existants, peut-être un peu voir les leçons apprises de cette expérience au niveau des différentes régions, des différentes bonnes pratiques et essayer d'apporter quelques mécanismes pour appuyer et quelques outils qu'on peut donner aux régions pour vraiment les appuyer dans cet exercice. Mais je pense que les bases sont là. Il faut juste voilà, donner le temps et puis renforcer davantage les mécanismes. Donc voilà, merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à, si vous voulez, Yousra Al-Khatib, finalement d'une certaine manière. Ce qui a été dit par à la fois M. Chibli et M. Mrizok vous interpelle. En tout cas, interpelle cette construction par le bas. Quel est votre point de vue? Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions de M. Mrizok et M. Chibli. En tout cas, moi, je parle du fait que, bon, déjà, je ne peux pas parler au nom de. je représente une institution, on va dire, de coopération internationale. Donc, nous intervenons dans un cadre qui est bien précis, qui doit renforcer les mécanismes qui sont en place. Et pour moi, le premier constat, c'est de dire que des mécanismes qui ont été initiés dans la Constitution. Le projet de régionalisation avancée, c'est un projet ambitieux. On est au début de l'exercice. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut renforcer ces mécanismes et il faut, en tout cas, on a après ce mandat politique, on aura un peu de recul pour voir un peu l'expérience, cette première expérience des mandats politiques et comment l'exercice de participation citoyenne, mais il y a aussi tout ce qui est démocratie représentative, pour moi, ils vont de pair. Et pour que la régionalisation avancée, en tout cas, donne les résultats escomptés, il faut avoir trois choses. Il faut avoir un corps électoral qui est fort, un corps administratif qui est fort aussi, et puis une participation à la hauteur. Donc, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire
sur ces trois niveaux-là. De ce point de vue, dans le cadre de ce projet de la régionalisation avancée, moi je suis optimiste. J'ai participé au colloque de la régionalisation qui a été organisé par la DGCT, l'ARM et puis tous les acteurs, où ça avait connu la participation de tous les acteurs régionaux de tous les royaumes, je pense plus de 1500 participants, et qui ont tous travaillé, réfléchi un peu, et ils sont sortis avec des recommandations. C'est des recommandations qui sont en ce moment même, je pense, font l'objet de discussions entre les régions. Donc c'est une dynamique qui est en pleine évolution. Je reste optimiste. Je pense qu'il va falloir je le redis, voir un peu les expériences et puis et retenir les leçons, et puis surtout améliorer, mettre en place des outils qui vont permettre d'abord de mettre en application tout ça, parce que en termes de prérogatives, c'est vrai que les régions maintenant, ils ont plus de prérogatives avec la régionalisation avancée. Mais je pense que pour qu'ils puissent jouer leur rôle, il y a encore pas mal de choses qu'il va falloir mettre en place. Il y a un problème, pas un problème, il y a un besoin surtout de renforcer les compétences, que ce soit des élus, que ce soit des institutionnels qui ont la responsabilité de mettre en place, de mettre en place un plan de développement régional qui soit inclusif. Et pour qu'il soit inclusif, il faut qu'il puisse répondre aux besoins des citoyens. Pour que ça aux besoins des citoyens, il faut faire participer les citoyens. Pour faire participer les citoyens, il y a des mécanismes qui sont prévus. Après, il y a aussi la question de renforcement de capacité aussi de la société civile, parce que l'une des problématiques auxquelles on s'est confronté au début, c'est que pour que les instances consultatives, par exemple, je donne juste un exemple, je pars toujours dans ce cadre, puissent jouer leur rôle, qui est le rôle consultatif. La loi organique leur a donné un rôle où les conseils de la région peuvent les consulter, déjà dans des échéances précisées dans la loi, pour l'élaboration, la revue, etc., du PDR et du SRAT, mais à toute question, ils peuvent être consultés par le conseil de la région, comme ils peuvent être force de proposition. Aujourd'hui, ces représentants de la société civile ou de la population, des jeunes ou des opérateurs économiques, vous disent qu'on n'a pas la capacité, en tout cas, nous avons besoin d'être formés pour qu'on puisse participer. Donc ça, c'est une question qui, juste pour vous dire qu'on est dans un processus qui vient de démarrer. Il y a tout un processus de renforcement, que ce soit institutionnel ou humain ou de compétences, qui doit être mis en place pour qu'on ait le recul d'évaluer un peu si ces mécanismes ont marché. Donc, pour moi, voilà, les mécanismes sont là, et prenons le temps et trouvons l'effort pour les faire fonctionner, tout simplement, avant de les évaluer. Voilà. Alors, merci beaucoup. Si. Alors, Yousra, vous m'entendez? Oui. Alors, très bien. Alors, moi, j'ai envie de vous interpeller sur une autre question qui a été évidemment au cours de cette discussion. C'est finalement dans votre démarche où vous avez d'une certaine manière, je dirais, consolidé, apporté des savoir-faire en matière de consultation sur les questions des pétitions. Vous avez évoqué ce sujet-là. Comment vous avez perçu cette relation entre démocratie participative et démocratie représentative? Bon, moi, ma perception, je pense que Vous, en tant qu'engineering, si vous voulez, vous avez fait le lien entre, si vous voulez, la démocratie participative et la démocratie, d'une certaine manière, représentative. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Quels ont été les débats? Quels ont été, le cas échéant, les clivages, les oppositions? Tout à fait. Alors, bon, d'abord, il y a une question de confiance il aurait fallu, dès le départ, fournir beaucoup d'efforts pour instaurer ce climat de confiance, et pour que ça soit de la partie, on va dire, les élus, ou que ce soit pour les représentants de la société civile, puissent discuter et comprendre un peu les rôles des uns et des autres, et surtout fixer un peu les attentes, parce que je pense que si vous entendez, enfin vous écoutez un peu tout ce qui se dit de la part de la société civile, bon, il ne sait pas qu'ils n'ont pas raison, mais en tout cas, c'est des choses qui se disent par rapport
de toute façon, ça sert à rien, de toute façon, on sait comment les décisions se prennent, etc. Et après, parce que ils n'ont pas forcément été peut-être inclus ou peut-être ils n'ont pas forcément eu l'opportunité de participer de façon active à ces différents processus. Il y a le processus, par exemple, de développement du PDR. Effectivement, le PDR, je pense que toutes les régions maintenant, ils ont leur PDR, mais si vous regardez un peu le processus de développement de ce PDR, vous allez voir que chaque région il y en a qui ont mis 6 mois, 1 an pour le mettre en place. Il y en a qui ça a pris 2-3 mois. Après, la plupart ont fait appel à des cabinets de consulting parce qu'on n'a pas forcément les compétences au niveau de l'administration. C'est pour ça que je dis que c'est important aussi. C'est une question qui ne peut pas être dissociée si on veut avoir une participation citoyenne à la hauteur, il faut qu'on ait aussi des capacités institutionnelles qui nous permettent de profiter de cette participation. Sinon, ça ne sert, en tout cas, on va pas profiter des bénéfices de cette participation. Donc, c'est vrai que les instances et puis la société civile ont participé, mais dans un cadre de consultation, mais pure, c'est-à-dire une fois qu'on vient avec déjà des projets, une vision, on vient poser aux questions à la société civile, et la société civile dit oui, ça c'est bien, mais nous finalement on veut les routes, mais nous en fait on a besoin d'une école ici. Après, est-ce que ça va être pris en compte? Non. Pourquoi? Parce que ces besoins tels qu'ils qui sont exprimés par la société civile ne peuvent pas l'être parce que les propositions ou le diagnostic ou le projet tel qu'il a été conçu n'a pas pris en considération dès le départ une étude qui est basée sur les besoins réels où ces acteurs de la société civile ont participé. Donc, si les acteurs de la société civile ou les jeunes ou même les opérateurs économiques qui disent « mais nous, en fait, le PDR, ce que vous proposez, c'est pas ça, mais nous, ce qu'on vous dit, c'est ça », sur quelle base? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce que la société civile, par exemple, ils ont des besoins, des evidence qu'on dit? Est-ce qu'ils ont sur quelle base on va pouvoir prendre en considération? Donc c'est en fait le problème se pose dans le processus de participation. Donc vous avez résumé un peu. Moi, je suis plus dans la participation, pas la consultation, mais la participation dans tout son processus. Pas uniquement participer à une étape de la construction de projet, mais vraiment, si je dois donner mon avis et participer à un processus de développement du PDR, il ne faut pas m'inviter à un seul atelier, il faut que je sois là, que je puisse être là et consulter dans tous les processus pour que je puisse et ma participation puisse être prise en compte, en considération. Et c'est ce travail-là que dans l'expérience que nous avons eue, la société civile a essayé de rattraper en faisant un peu ce diagnostic de terrain, en allant à la rencontre de leurs pairs et d'essayer de rassembler un maximum d'informations basées sur on va dire des bases minimum scientifiques qui permettent de. Maintenant, par rapport à comment ça a été perçu, une fois que la société civile commence à avoir de la visibilité surtout, c'est ça ce qui a posé problème au niveau on va dire au niveau des élus. C'est quand les instances et la société civile, les jeunes ont commencé à aller vers les jeunes et à aller faire des petits forums, ils ont commencé à avoir de la visibilité autant que membres de ces instances consultatives. Et là, bien sûr, ça a posé problème parce que sachant, moi je suis pas d'accord avec M. Merzer qui dit que, en tout cas, je pense que la société civile est très politisée quand même au Maroc. En tout cas, les membres des instances consultatives, ils sont, en tout cas, une bonne majorité, ils sont aussi affiliés à des partis politiques. Et donc, ils sont perçus effectivement comme des concurrents directs des élus. Et donc, dès qu'ils ont commencé à avoir de la visibilité, surtout au niveau territorial, ça a posé problème. Donc, moi, ce que j'aurais aimé voir, en tout cas, je pense que ce qui devrait se faire par rapport à cette étape-là, c'est évaluer un peu cette expérience. À quel point on a pu faire participer les citoyens, à quel point on a pu mettre en place ces mécanismes de participation,
quelle a été l'expérience et comment on peut renforcer davantage cette expérience. Donc, pour moi, c'est ça en tout cas, la première, on va dire, ce qu'il faudrait faire à court terme. Après, bien sûr, avant de passer à la co-construction ou la coproduction, il y a l'exemple que je vous ai donné sur l'élaboration de la stratégie de genre et d'inclusion sociale, où c'était effectivement un exercice de co-création. Mais après, c'était de façon, on va dire, volontaire de la part du Conseil de la région. C'est un processus qui a pris trop de temps. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est possible de le mettre en place dans tous les processus, mais en tout cas, les trois piliers, démocratie représentative, participative et la performance administrative vont de pair pour moi, pour que en tout cas les fruits de la participation puissent être là. Voilà. Tout le monde a considéré que cette thématique, si vous voulez, de la participation de la société civile était une thématique qui témoignait d'un monde nouveau, que les objectifs étaient multiples, la lutte contre les inégalités, le renforcement des liens, la coproduction de projets, qu'il y avait des formes différentes qui allaient de l'information, la consultation, passant par la concertation, la coproduction et la codécision, et restituer sur chacune de ces formes les apports que nous avons identifiés, pour dire que sur l'information, il y avait consensus entre tout le monde, sur la question de la concertation et de la consultation, il y avait des approches originales qui avaient été présentées à la fois en termes d'instances représentatives à Fes-Meknes et du travail qui a été fait par Tasharouk à Tanger-Tétouan. Et que, évidemment, en matière de coproduction, c'était tout l'enjeu du passage du pour au par, de l'idée de faire avec les approches tout à fait intéressantes et significatives autour du Conseil régional des jeunes et des opérations qui ont pu être sorties, comme celle du lycée du futur ou celle ayant trait à la vie quotidienne, et qui a pour l'avenir un vrai enjeu sur la codécision. Codécision dans un cadre où il y a d'une certaine manière une panne de la démocratie, où il faut éviter les écueils et le distinguo entre le vouloir et pouvoir comme condition même de cette faisabilité, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait d'un côté une séparation entre voilà ce que nous souhaitons et les réalités qui suivent, et donc il faut pouvoir travailler au renforcement des capacités et à une clarification, je dirais, de l'équilibre entre l'horizontalité et la verticalité, c'est-à-dire entre démocratie représentative et démocratie, si vous voulez, participative. Est-ce que cette synthèse vous convient? Concerne, oui. Est-ce que vous trouvez qu'elle couvre l'ensemble des aspects? Oui, bien sûr. Après, on ne peut pas être toujours exhaustif, mais moi, ça me paraît assez représentatif de ce qu'on a pu échanger. Très bien. Alors, je pose la question à Yousra. Oui, alors ça résume parfaitement l'esprit des discussions que nous avons eues, et je pense que voilà, vous avez parfaitement repris un peu toutes les bonnes, en tout cas les idées qui ont été proposées, et puis le sens des interventions de tout un chacun. Voilà. Alors, je vous remercie tous pour votre contribution tout à fait passionnante à ce débat qui a été très riche. Vraiment encore, merci beaucoup à M. Mrizak, président de la Commission des relations extérieures et de la coopération de la région Fes-Meknes. Merci beaucoup à M. Kamel Chibli, vice-président en charge de l'éducation et de la jeunesse et du sport au niveau de la région Occitanie. Et je termine par elle, mais je la pense en premier. Merci beaucoup à Yousra Al-Khatib, qui est team leader du programme Tasharouk au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al-Hussein. Merci beaucoup, et donc je vous invite à rejoindre la plénière où il va y avoir restitution de la contribution et des réflexions des différents ateliers. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous.
Voilà, et puis écoutez, à tout de suite. Alors merci pour cette brillante animation. Merci. Merci, vous êtes très gentil. Merci. Merci. Merci, au revoir.